BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h19, mon invité, c'est Mathieu Courtecuisse, le président de Syntec Conseil qui réunit toutes les professions du conseil et président de SIA Partners. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Alors on a plein de questions, notamment sur la conjoncture mondiale, sur peut-être l'abandon à court terme ou moyen terme des objectifs de rééquilibrage de nos énergies et de sauvegarde de la planète. Peut-être que c'est passé à l'as, on en parlera ensemble. On va parler de réindustrialisation, parce que vous avez fait un livre pour dire que c'est possible. Donc on va voir ça ensemble. D'abord quand même un mot aussi d'actualité sur les métiers du conseil qui sont sur la sellette. Il y a ce rapport du Sénat qui pointe du doigt notamment McKinsey qui n'aurait pas payé d'impôts, alors qu'il serait en règle avec l'administration fiscale, mais qui aurait fait en sorte, au cours des 10 dernières années, de maximiser ses résultats entre les différentes filiales dans le monde pour ne pas payer d'impôts en France. Et puis ce livre aussi, qui dénonce le poids du conseil au sein de l'administration du gouvernement. C'est un métier très exposé en ce moment, le conseil. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à cette exposition médiatique. Je crois que pour revenir aux fondamentaux de ce qu'on fait, nous, auprès de l'État et de l'ensemble de nos clients, c'est que la dépense de conseil, c'est d'abord une dépense d'investissement. Donc c'est pour transformer, moderniser, et personne ne doute que l'État et l'ensemble des administrations aient besoin de se transformer. Donc ce rapport, il a eu vocation à essayer de mesurer en fait la réalité de la dépense aujourd'hui et puis la nature de cette dépense. Donc c'est une question tout à fait légitime. Surtout qu'elle a augmenté, on est passé de 300 à 800 millions, je crois. Alors, oui et non, c'est-à-dire que nous on publie depuis plus de 20 ans en fait, donc c'est les dépenses de l'État dans le secteur du conseil. Et donc en réalité non, pas vraiment, parce que il faut regarder sur une mandature complète. Et si on regarde sur 5 ans, la réalité c'est que la dépense de l'État, et je parle bien que de l'État, est assez stable par rapport à la mandature précédente et en retrait par rapport à la mandature de Nicolas Sarkozy. Donc en réalité, il y a eu une augmentation qui est liée à la crise sanitaire et les réponses immédiates qui ont été nécessaires. C'est-à-dire que l'État n'était pas suffisamment agile pour faire face à tout le besoin de digitalisation qu'il y a eu au moment de la crise sanitaire. Alors, il y a eu la réponse sanitaire elle-même, puis après, il y a des besoins de digitalisation. Mais j'ai envie de dire, c'est pas que l'État. Nous, on fait face à une explosion de la demande de conseil dans l'ensemble de l'économie. Donc, les entreprises aussi, l'État n'est pas spécialement imprévoyant. Au contraire, je pense que c'est de la bonne gestion, parce que ça sert à rien non plus d'avoir des experts à demeure par rapport à des problématiques qui se posent de façon ponctuelle. Vous êtes président de SIA Partners. Quand vous avez appris que McKinsey, qui est un de vos concurrents, ne payait pas d'impôts, ça vous a un peu choqué ou pas ? Pas vraiment, parce que je pense qu'on est dans l'économie de la connaissance. Et dans l'économie de la connaissance, sur des entreprises qui sont mondialisées, vous avez des centres de R&D, vous avez des centres de services partagés, et puis vous avez une logique de marque. La marque de McKinsey est très puissante. Et donc elle se paye pour sa filiale française. C'est-à-dire qu'en fait, comme toutes les entreprises de cette nature, il y a des systèmes de prix de transfert qui existent. Et j'ai envie de dire... Parfois, il y a abus de prix de transfert. Oui, alors, pour en parler avec Jean-Marc Daniel, je pense qu'il suit ça de très très près. Les flux des entreprises françaises en intrant, que ce soit en dividendes ou des prix de transfert, sont extrêmement positifs dans la balance des paiements. C'est un des rares éléments qui soit positif pour la France. Donc remettre en cause ces règles-là, qui s'appliquent à tout le monde de façon homogène, serait un peu dangereux. Non, la réalité, c'est que ce que met en lumière le rapport du Sénat, c'est que la dépense de conseil est d'abord avec des cabinets d'origine française. Et ça, je crois que ça n'a pas été très bien identifié, mais McKinsey est très loin d'être le premier. Et en plus, ce rapport met en lumière le fait qu'elle est très largement déployée autour de 20-25 cabinets qui opèrent auprès de l'État. Donc, il n'y a pas de dépendance de l'État vis-à-vis d'un des cabinets de conseil en particulier. Alors, justement, depuis plusieurs années, vous avez raison, on accélère la transformation des entreprises, la digitalisation, la numérisation, l'industrie 4.0, je ne sais plus à quel numéro on en est. Est-ce que vous avez peur que ce qui se passe en ce moment aux frontières de l'Europe, en Europe, la guerre en Ukraine, n'arrête un petit peu cet élan de transformation et de modernisation qu'on constatait, qui nous permettait d'avoir des perspectives de croissance très fortes au cours des prochaines années, une sorte de révolution en fait industrielle et technologique. Est-ce que vous avez peur que ça s'arrête ? Alors d'abord, face à ce moment de sidération, ça crée de l'incertitude. Donc l'incertitude, c'est jamais bon par rapport à des mouvements de transformation. En parallèle de ça, le temps que les gens un peu fassent le schéma intellectuel de ce qui est en train de se passer, qu'on constate effectivement que la mondialisation change de nature, eh bien on va se réadapter, on va devoir réinvestir différemment. Ce qui est certain, c'est que les coûts d'approvisionnement vont augmenter de ce fait-là, puisqu'il y aura une désoptimisation. Et donc il va y avoir tout un tas de projets d'évolution qui va
falloir mettre en œuvre dès l'été prochain, en réalité, pour s'adapter à cette nouvelle De rationalisation, vous voulez dire? de rationalisation ou même d'anticipation. Par exemple, ça va au-delà de la Russie, ça va aussi toucher les affaires chinoises, on peut le dire. Et donc, par exemple, l'approvisionnement terres rares devient un sujet majeur. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des projets qui vont se lancer, par exemple, dans l'automobile sur les moteurs sans terres rares. Donc, il va falloir... existe, ça? Ça peut exister, en tout cas, et ça D'accord. nécessite de la recherche fondamentale pour s'en passer, parce qu'on ne pourra pas se contenter uniquement de dire on va faire des terres rares en Europe. Donc, il va falloir penser toute une série de nouvelles technologies qui vont permettre de dépasser ça. De la même façon, dans l'énergie, il va falloir trouver des énergies qui dépassent de façon compétitive l'approvisionnement en matière d'hydrocarbures. Donc ça va accélérer certains mouvements, mais ça nécessite beaucoup de fonds publics pour venir lancer de la R&D sur des segments qui sont aujourd'hui en angle mort. Beaucoup de fonds publics à un moment donné où les États se sont déjà beaucoup endettés, hein, où on est peut-être à des limites. Il faut voir comment les marchés financiers vont accepter que cette transformation dont vous parlez, Mathieu Courtecuisse, elle soit en partie financée par les budgets des États. Je crois que c'est assez classique, je ne suis pas macroéconomiste, mais je sais que lorsqu'on met en place une économie de guerre ou ce qui lui ressemble, on accroît les déficits. Et ça veut dire en fait qu'il va y avoir des shifts sur certaines industries, donc par exemple la défense qui était un peu délaissée, mais par ailleurs il va y avoir des nouveaux sujets qui vont devoir émerger en matière technologique pour dépasser les contraintes qui vont être à nouveau posées. Ouais, alors quand on vous écoute, on se dit on peut quand même être optimiste, ça va peut-être accélérer la transformation des nouvelles technologies, des moteurs sans terres rares, mais quand on regarde l'actualité, on est plus pessimiste parce qu'on voit bien que les hydrocarbures reviennent sur le devant de la scène. Il y a des fonds d'investissement qui disent non, maintenant on va investir dans le schiste parce que on a besoin d'énergie, il faut arrêter de tergiverser. Moi j'avais quand même l'impression qu'on allait reculer plutôt en matière de transition. Ça va dépendre des réponses en matière de dépenses publiques et les signaux qui vont être envoyés. Par exemple, si l'Allemagne transforme le nucléaire en charbon, quand on fait le cas déjà. Voilà, donc c'est pas encore complètement sûr, mais enfin quand on fait vite, ils ont fermé la porte au maintien des centrales nucléaires. Hein. On voit ce qui se passe en Belgique. Peut-être qu'en Allemagne, ils feront une question. Mais c'est un signal très important. Donc, en général, quand on fait vite, on fait sale. Et donc, en fait, il va y avoir les deux mouvements en parallèle. Moi, je crains par contre que la balance soit négative sur les 4-5 prochaines années. C'est ça le problème, ouais. Et quand je vois, par exemple, un des seuls finalement, élément qui est sorti de la COP26, c'est-à-dire la lutte contre la méthanisation, quand on va relancer, par exemple, les champs en Algérie, on sait que c'est fait avec des technos russes, d'ailleurs, au passage, et c'est assez sale en matière d'émissions de méthane. Parce qu'on veut absolument du gaz. Voilà. Donc, je crains que la balance soit négative. Et là, la capacité à formaliser des politiques publiques en la matière pour aider à ces transitions va être décisive. Alors, on n'a pas de temps, vous savez, hein, Mathieu Courtecuisse, on sait bien que c'est une course contre la montre pour lutter contre le réchauffement et que si on perd 4-5 ans, à cause notamment de cette guerre et le fait qu'on redonne la priorité aux hydrocarbures, ces 4-5 ans-là, on les rattrapera jamais. Surtout que le CO2, ça se stocke dans l'atmosphère. Donc, ça va être compliqué, effectivement, de dépasser ça. Donc, moi, de ce point de vue-là, je suis un peu pessimiste. Voilà. Mais vraiment, encore une fois, il faut que les gouvernements envoient des signaux, repensent les politiques publiques en matière de transition énergétique.